Bonjour à toutes et tous. Merci en cette fin de mois de juillet d'être, encore si nombreux, à venir écouter, Louis Renaud, donc notre spécialiste produit sur l'immobilier, pour vous faire un point, sur nos produits. On a des jolies choses à vous raconter. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que Dina Pierre avait, déjà, très bien, rebondi depuis le début de l'année et pour cause, mais je ne vais pas, déflorer le sujet, je vais laisser Louis Renaud, vous en parler. Avant cela, j'aurais souhaité, aussi, vous, présenter cette, carte de France. Nous avons, depuis le début de l'année, recruté, 2 nouvelles personnes dans l'équipe, spécialement dédiée, pour, les conseillers en gestion de patrimoine, à savoir Perrine, André Maldan et Maxime Legrand. Donc nous sommes maintenant, vraiment très bien organisés, pour, mapper au mieux la France, qui est donc en fait mappée en binôme. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez un binôme Romain Debecco, donc qui est le responsable de cette équipe, avec, Perrine sur la partie ouest, hein, la partie, hem, sud, enfin, Auvergne, Rhône-Alpes, ainsi que, le sud de la France et autre binôme, Xavier Royer, que nombre d'entre vous, je pense, connaissent déjà, avec Maxime Legrand, qui eux vont couvrir le nord, l'est, le centre, centre Val-de-Loire, on va dire, la côte basque, enfin le sud-ouest et nos chères montagnes françaises. Je pense qu'avec la reprise des interventions en présentiel, peut-être que déjà certains d'entre vous les ont revues en physique, en tout cas je vous le souhaite. Sachez que ça y est, ils ont repris leur bâton de pèlerin depuis plus d'un mois maintenant et sont quotidiennement par Mons et par Vaux. Donc, on a souhaité vous remettre cette carte maintenant qui est nouvelle et évidemment Paris qui reste en rouge parce que c'est l'équipe au complet. Donc, voilà, on s'est un petit peu mieux organisé pour être encore plus, je dirais, performant et vous proposer encore une meilleure présence sur le terrain. Je vais pas plus attendre, plus tarder et passer le relais à Louis Renaud. Je tiens à m'excuser, je suis obligée de vous quitter avant la fin, mais en revanche, Xavier, si tu veux bien montrer, voilà ta bonne frimousse, hein. C'est Xavier qui, fera la conclusion et surtout, reprendra le relais pour les questions-réponses. Je pense que beaucoup, d'entre vous le connaissent déjà. Donc, je vous souhaite une excellente réunion et un très bel été, et de très bonnes vacances pour ceux qui partiront prochainement et à très bientôt. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue pour ce webinaire. Nous espérons tous nous revoir en présentiel, comme on dit, très très prochainement. J'espère que ça sera quasiment le dernier webinaire, mais sait-on jamais, la conjoncture évolue très vite. Et nous sommes là justement pour faire le point sur la situation immobilière de nos fonds, mais aussi la situation économique globale immobilière. Donc, comme à notre habitude, tous les trimestres, nous allons faire un point d'actualité, bien sûr, sur nos deux solutions. Et puis, je vais essayer de faire corroborer les propos sur la gestion des fonds par rapport à la conjoncture immobilière en France et en Europe. Alors, on va commencer tout de suite par l'OPCI d'Inapierre. L'OPCI d'Inapierre, vous le connaissez tous très très bien. Donc, point d'actualité complet. On a plutôt des bonnes nouvelles à vous annoncer. Et je vais commencer par un point très important pour nous qui est l'ISR, les critères ESG et le label ISR en France. Vous savez, on vous avait informé, en tout début d'année, nous avons fait labelliser la SCPI Pierre Capital avec le label ISR, donc ça c'est fait, et je vous tiendrai au courant tout à l'heure de l'évolution de la gestion justement sur notre SCPI. Concernant l'OPCI d'Inapierre, où en sommes-nous? Eh bien écoutez, c'est très simple. Les auditeurs étaient dans nos locaux ces 2 dernières semaines. Voilà. Donc à ce jour, nous n'avons pas encore le label ISR. On va considérer que c'est imminent. Je ne peux pas encore faire l'annonce officielle. Nous attendons le compte-rendu de l'AFNOR, l'auditeur qui est venu dans nos locaux pour regarder la mise en place de l'ensemble des process inhérents à l'ISR.
Je ne suis évidemment pas inquiet du tout sur le fait que l'on puisse obtenir ce label, pour la raison très simple, c'est que déjà nous avons le label sur la SCPI Pierre Capital, mais comme vous le savez, je reviens dessus brièvement, mais l'entreprise Swiss Life Asset Manager applique des critères ESG depuis de très nombreuses années, depuis plus de 10 ans maintenant. Nous nous sommes impliqués dans l'ESG, dans l'analyse des critères ESG, dans la mise en application de ces critères, et aujourd'hui, la mise en place au travers des fonds, soit institutionnels, soit grand public, très honnêtement, ne nous pose pas de gros problèmes, si ce n'est bien affiner les process et surtout le plan d'action ISR que nous allons mettre en œuvre, puisque le label ISR, c'est avant tout le fait de pouvoir mettre en œuvre un plan d'action de progression des immeubles en termes de baisse de gaz à effet de serre, en termes de baisse de consommation énergétique, etc., en matière d'évolution de la gouvernance des immeubles. Voilà, donc tous ces critères sont pris en compte et je pense que dans le courant de l'été ou vraiment d'ici la fin de l'été grand maximum, on pourra vous annoncer officiellement le label ISR pour l'OPCI d'Inapierre. Alors, je vais revenir maintenant sur le contexte général que vous connaissez. Je crois que depuis plusieurs mois, on s'est vu à la fin du premier trimestre. Donc là, depuis 6 mois, on est dans une conjoncture vraiment qui se remet en route au niveau de l'immobilier. Alors, non pas qu'il y ait que la partie Covid soit complètement terminée en France, bien évidemment. Hein. On assiste, vous le voyez, en ce moment, une remontée en puissance du virus Delta dans les pays du Sud. Et puis petit à petit, j'ai l'impression que c'est en train de remonter dans le sud de la France. Donc, on n'est pas complètement sorti de l'auberge. Néanmoins, l'économie, elle, s'est adaptée au Covid depuis 1 an et demi. Donc, en synthèse, simplement, je crois que on se rend compte qu'il va falloir vivre avec le Covid, avec son évolution à la hausse ou à la baisse, mais globalement, l'économie a pris parti de se restabiliser et surtout de se remettre en route très correctement. Et on le voit bien au niveau des marchés immobiliers de manière générale, puisque on assiste vraiment depuis le début de l'année à une reprise des transactions immobilières dans leur ensemble. Alors, ça n'est toujours pas les volumétries de transactions d'il y a 2 ans, bien évidemment, mais par rapport à l'année dernière, c'est évidemment bien supérieur. Et qu'est-ce qui fait une fois de plus qu'il y a de l'attrait concernant l'immobilier? Tout simplement en fonction des zones, en fonction de la typologie des immeubles. Aujourd'hui, acheter un immeuble, c'est acheter un immeuble à 3% de taux de rendement, 4% de taux de rendement, 5% de taux de rendement. Donc, on va dire 3 à 5 à l'acquisition, dans un contexte de taux où tout le monde nous parle d'inflation. Mais force est de constater que oui, il y a un retour de l'inflation au niveau des États-Unis apparemment, mais malheureusement, la France ou l'Europe ne sont pas les États-Unis. Je vous rappelle les taux d'intérêt. Hein. En plein Covid, l'OAT à 10 ans était aux alentours de moins 0,35, moins 0,38. Il y a de cela, en début d'année, on assistait à une légère remontée des taux et jusqu'à la fin du premier trimestre. Hein, L'OAT à 10 ans est remonté à plus 0,18, donc moins 0,35, plus 0,18 en termes d'écart entre le point le plus bas et le point le plus haut. Et aujourd'hui, on est retourné en territoire négatif sur l'OAT à 10 ans. Donc, y a-t-il vraiment des risques d'inflation peut-être sur les matières premières? Oui. D'un autre côté, est-ce que l'économie globale française ou européenne est dans une phase d'expansion certaine? Moi, je crois plutôt que nous sommes dans un phénomène de rattrapage par rapport à un point bas, puisque la conjoncture économique il y a 1 an était quasiment désastreuse et à l'arrêt. Donc, progression économique, oui, par rapport à il y a 1 an, avec la flambée des matières premières et avec un retour de croissance par rapport à un indicateur d'il y a 1 an, oui, mais globalement, les économistes et nous-mêmes, nous ne pensons pas que nous puissions retrouver une situation avec des taux d'intérêt qui remontent à plus de 3%, 4% ou 5%, loin de là. Et on le voit bien aujourd'hui, les taux d'intérêt à 10 ans sont repartis en négatif et donc ça réactive à nouveau tout l'intérêt que les investisseurs peuvent avoir sur l'immobilier, puisqu'il vaut mieux aller capter du 3, 4, 5% avec un petit peu de risque, les risques immobiliers, les risques locatifs, plutôt que d'investir son argent à zéro. Hein, j'arrondis l'OAT à 10 ans à zéro. Donc, conjoncture toujours favorable à l'immobilier et on retrouve effectivement cet aspect transaction immobilière qui se remet en route avec beaucoup de sélectivité
en fonction des classes d'actifs, en fonction des perspectives économiques. Voilà, et on va regarder tous ces sujets juste après. Alors, le positionnement de l'OPCI, je reviens très vite dessus, mais ne placez pas l'OPCI dans vos allocations d'actifs contre les actions, contre les obligations. C'est toujours pas le propos. On retrouve une très bonne régularité. Ça reste un placement long terme, bien évidemment, mais qu'est-ce qui est intéressant dans l'OPCI? C'est son couple rendement-risque, surtout le nôtre, vous le savez bien. Et puis positionnez bien l'OPCI en remplacement progressif du fonds en euros dans les allocations d'actifs, puisque avec ces taux d'intérêt, vous le savez tous, mais les performances des fonds en euros n'ont pas beaucoup de chances de réaugmenter dans les prochaines années. Donc le positionnement, c'est un positionnement très défensif en remplacement du fonds en euros et non pas par opposition aux autres classes d'actifs, les actions, les fonds structurés ou autres. Alors sur l'OPCI d'Inapierre, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Que s'est-il passé? Où en sommes-nous? Alors le fonds, premièrement, continue de collecter. Ça, c'est, je pense, un point intéressant, puisque vous voyez bien que depuis le début de l'année, il y a en France un moindre intérêt de la part de vous, les distributeurs et des clients sur les OPCI. Mais ensuite, ça dépend quels OPCI. Nous, on continue de collecter. On a fait plus de 100 millions d'euros de collecte depuis le début de l'année. Toujours pas, nous n'avons strictement aucun rachat massif sur notre OPCI. Donc, je pense qu'il est très bien compris de la part des distributeurs et il est très correctement utilisé. Alors là encore, c'est pas encore les volumétries de collecte que nous avons connues il y a de ça 1 an ou 2 ans, mais nous restons en collecte substantielle positive, ce qui nous permet bien sûr de recommencer à prévoir des nouvelles acquisitions dans le portefeuille. Donc strictement aucune problématique à ce niveau-là. Et puis vous qui connaissez bien l'OPCI, ben, on a toujours cette pondération sur les valeurs mobilières d'une part, ou sur les foncières cotées qui restent très très faibles. Vous voyez que la partie immobilière a été un peu réduite. On était de l'ordre de 60, un peu plus de 65% le trimestre dernier. Aujourd'hui, nous sommes à 60%. Pourquoi? Bah, premièrement, parce que le fonds a collecté, donc il a grossi. Donc, ça a provoqué une petite dilution de la poche immobilière. Et puis, nous avons procédé également à quelques ventes des actifs que nous considérons comme moins stratégiques. L'OPCI est un OPCI ancien. Hein. Vous savez qu'il a été créé il y a plus de 10 ans maintenant. Et d'autre part, il avait de par sa création, c'était un transfert d'Acavie, donc on avait récupéré du patrimoine de ces anciennes Acavie dès l'origine, il y a 10 ans. Et donc petit à petit, voilà, ces derniers mois, Julien, le gérant, Julien Guillemet, a décidé de procéder à quelques petits arbitrages. Alors, pour générer de la plus-value, ça c'est la première chose, donc c'est une bonne chose en termes de performance pour le fonds, mais aussi pour continuer d'adapter sa stratégie immobilière aux événements du moment et à la demande du moment. Donc quelques arbitrages ont été faits pour sortir du portefeuille, pour vendre des actifs non stratégiques ou moins stratégiques qu'il y a 3 ans, 5 ans ou 10 ans maintenant. Voilà, donc ce qui va permettre, donc, avec la collecte et avec ces opérations stratégiques, ça va nous permettre justement de repartir à l'attaque sur des opérations d'acquisition. Je vous en parle tout de suite, tout de suite. En termes de répartition géographique et sectorielle, il n'y a pas de gros changements. L'OPCI d'Inapierre, c'est toujours fondamentalement un OPCI complètement diversifié qui fait la part belle, bien sûr, au marché de bureau, au marché corps, et un ensemble de diversification sur les périphériques immobiliers, le commerce, l'hôtellerie, évidemment, depuis toujours, mais aussi maintenant la logistique, le résidentiel, et demain, vraisemblablement, la santé. Voilà, donc on continue d'étoffer cette partie diversification du portefeuille. Et puis au niveau géographique, il n'y a pas de gros changements. Nous restons sur un positionnement évidemment complètement pan-européen, avec toujours cette vocation, quel que soit le segment de marché immobilier utilisé, à rester sur des marchés corps, sur des marchés efficients, sur des marchés où la demande locative reste probante, et ce que l'on soit dans le bureau, dans les commerces, dans l'hôtellerie, dans la logistique, quel que soit le secteur d'investissement. Sur la partie poche financière, vous le savez, nous avons en début d'année commencé à travailler avec la société AXA Investment Managers sur la partie foncière cotée. Donc, ils nous apportent
des conseils très précieux sur l'allocation d'actifs des foncières cotées. Alors, même si cette poche est très petite dans notre portefeuille, je crois qu'il était important de vous donner différentes informations. Alors, nous avons légèrement augmenté la poche de foncière cotée. Nous sommes aujourd'hui à 6,5%. Nous n'irons sans doute pas plus loin dans le pourcentage du global du portefeuille. Simplement, sur le premier semestre, compte tenu des niveaux de valorisation, nous avons tout simplement profité d'opportunités d'achat en se disant oui, on va réaugmenter un petit peu cette poche avec une allocation d'actifs qui est somme toute bien différente par rapport à avant depuis que nous travaillons en collaboration avec la société AXA IM. Donc aujourd'hui, les foncières cotées que l'on utilise sont bien évidemment sur l'ensemble des pays européens, mais ça veut dire aussi que grâce à AXA IM, on inclut des pays sur lesquels nous, on n'avait pas de visibilité concernant les foncières cotées. Je pense à la Suède, je pense à l'Autriche, je pense au UK. Voilà, donc plus grande diversification géographique et surtout sectoriellement parlant, vous le voyez ici, en matière de résidentiel, d'industrie, de diversifié, nous avons largement augmenté ces pondérations qui nous apportent un petit peu moins de volatilité et puis surtout une structuration du portefeuille de foncières beaucoup plus cohérente avec l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Voilà, donc très légère augmentation de la partie foncière cotée. Alors, pour vous relater aujourd'hui la gestion de l'OPCI d'Hénin-Pierre, moi j'aimerais qu'on ait vraiment une vision long terme de l'investissement. Je vais séparer mon discours en trois phases et en revenant un petit peu sur le passé, et ce pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année en termes d'acquisition. Alors rappelez-vous, il y a quand même une phase très importante dans la gestion de l'OPCI d'Hénin-Pierre qui est la phase avant Covid. Avant Covid, Julien s'attachait notamment à faire ce que l'on appelle des opérations en blanc, des opérations en VFA. Alors, pourquoi il faisait des opérations en VFA? Tout simplement parce que là, ces opérations-là sont des opérations de valorisation du patrimoine. Déjà, il n'y a pas de loyer, puisque le temps de faire construire ou le temps de faire restructurer un immeuble complet, la construction d'un immeuble, c'est 2 ans et demi. Donc, bien sûr, pendant cette phase de construction, il n'y a pas de loyer. Mais l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est de réussir dans un marché précis à valoriser le patrimoine et aller rechercher ce que l'on appelle de la performance en capital. Alors, ça, c'était avant Covid. Je vous relate 3 opérations un petit peu emblématiques rue des Trois Fontaneaux à Nanterre. Donc, on n'est pas à la Défense, on est derrière la Défense. Là, c'est une opération de restructuration complète d'un immeuble. L'autre opération emblématique, on vous en avait déjà parlé, c'est rue Godot de Mauroy. Les travaux ont commencé, l'immeuble sera livré dans 1 an et demi environ. On est en plein quartier central des affaires, restructuration totale du bâtiment. Et puis la troisième opération assez emblématique, c'est l'immeuble In-Défense, toujours à Nanterre. Et l'avantage de cette restructuration, notamment celle-là à la Défense, c'est que on a déjà le locataire, puisque ça sera l'entreprise Vinci Immobilier qui prendra son siège social dès la livraison. Alors à quoi ça sert ces opérations? Encore une fois, c'est de la valorisation parce que entre le moment où on achète l'immeuble à une date donnée, ces immeubles, on les a achetés il y a 1 an, il y a 1 an et demi, il y a presque 2 ans maintenant, on les a achetés à un certain prix, sans loyer, mais en évaluant les loyers de l'époque. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme nous sommes bien placés et nous commençons à mettre en location, par exemple, la rue Godot de Mauroy actuellement, donc on a établi un business plan de l'immeuble il y a 1 an ou il y a 2 ans avec les prix d'acquisition de l'époque, mais aussi avec les prix de loyer de l'époque. Et la logique des choses, c'est premièrement, dès qu'il y aura des locataires à l'intérieur, cet immeuble va se valoriser puisque un immeuble vide n'a évidemment pas le même prix qu'un immeuble loué, d'autant que des nouveaux locataires qui vont arriver dedans, ce sont sans doute des baux long terme, donc la valeur de l'immeuble va progresser. Et de surcroît, dans la phase dans laquelle on est, et du fait des très bons emplacements que Julien a pu choisir, les loyers d'aujourd'hui, en termes de négociation pour un nouveau locataire, sont un petit peu plus élevés par rapport à l'époque où nous avons mis en place le business plan de l'immeuble le jour de l'acquisition. Donc vous avez un petit peu une double valorisation, valorisation sur le bien de l'immeuble par l'arrivée d'un locataire et valorisation parce qu'effectivement, compte tenu des emplacements, on est soit au même prix de loyer
qu'avant Covid, soit, notamment dans le 8e arrondissement, sur des loyers qui sont supérieurs à nos prévisions de l'époque. Donc ça, c'est ce qu'on faisait avant Covid. Et bien sûr, est arrivée la phase du Covid. Qu'est-ce qu'on a fait? On vous avait tenu informé. Là, compte tenu de l'ensemble des incertitudes, nous avons pris le parti, Julien a pris le parti de rechercher ce que l'on appelle des actifs sécurisés. Des actifs sécurisés, c'est des immeubles, un, bien placés, deux, de bonne facture, c'est-à-dire en bon état, ou restructurés très récemment, et trois, avec des locataires également de qualité, puisque la gestion locative dans les prochaines années sera primordiale. Alors là aussi, quelques exemples, mais 34 rue Fleurus, en plein 6e arrondissement, un bien entièrement restructuré en 2020. Je reviendrai sur cette notion, puisque ça va être primordial pour le patrimoine de votre portefeuille. Rue Fleurus est loué à un très grand groupe d'enseignement sur un bail ferme long terme. À Barcelone, nous avons acquis un immeuble pareil, quasiment neuf. Il n'avait que 2-3 ans d'existence au moment où nous l'avons acquis, avec un locataire de qualité dans le centre, dans le nouveau centre des affaires de Barcelone. L'entreprise locataire, c'est l'entreprise française Criteo, dont le siège social est basé dans cet immeuble. Vous avez un immeuble complètement neuf avec un locataire de très grande qualité, un locataire qui a déjà mis en place les aspects télétravail. Même si on est un petit peu dans l'Europe du Sud, aujourd'hui, ils ont pris ces locaux avec leurs 2 jours de télétravail hebdomadaire. Donc, nous n'aurons pas de défection de locataires. Criteo n'a strictement aucune raison de changer d'emplacement. Ils ont déjà adapté le télétravail. Et puis d'autres exemples sur la logistique, par exemple, puisque nous avons inséré de la logistique. Alors, faut que vous vous rendiez compte d'une chose très simple. Premièrement, avant Covid, on a acheté des immeubles en cours de construction qui ne sont pas encore livrés. Ces immeubles seront neufs. Pendant Covid, nous avons acheté des immeubles construits excessivement récemment ou restructurés complètement très récemment. C'est quoi l'avantage? Je ne sais pas si vous avez regardé l'ensemble des montants de transactions. Moi, je vais parler très simplement, hein. Le portefeuille de l'OPCI d'Inapierre, c'est 60% d'immobilier, alors que le fonds pèse un petit peu plus d'1 milliard d'euros. Donc, d'ici la fin de l'année, il y aura à peu près 650 millions d'euros d'immobilier dans l'OPCI d'Inapierre. Il faut juste que vous vous rendiez compte que dans ce portefeuille, d'ici 6 mois à 1 an, plus de la moitié du portefeuille sont des immeubles neufs. Des immeubles complètement neufs, ça veut dire quoi? Ça veut dire des immeubles qui n'ont pas besoin de restructuration, qui n'ont pas besoin de financement de travaux pour réfection, qui correspondent à la demande locative du moment, puisque tous ces immeubles sont des immeubles modulables, connectés, répondant aux normes énergétiques du moment, et donc des immeubles qui seront demandés par les locataires. Donc le vrai sujet, c'est pour moi en fait un sujet dont parlent peu les sociétés de gestion, c'est le sujet de l'obsolescence des biens immobiliers. Dans Dinapierre, ayez conscience que vous avez un portefeuille qui, à près de 60% de sa constitution, sont des immeubles neufs, complètement neufs, j'insiste vraiment sur le sujet, et donc qui vont apporter de la valeur ajoutée et donc qui auront strictement aucun problème locatif, quelle que soit la conjoncture économique. Voilà, donc ça en synthèse, faut vraiment se rendre compte que vous avez un portefeuille de très grande qualité d'emplacement, de très grande qualité locative et des perspectives de gains qui sont substantielles puisque nous n'aurons pas cette problématique d'obsolescence de notre parc immobilier à l'intérieur de l'OPCI. Alors, j'avance vite sur les performances et la contribution à la performance de l'OPCI d'Inapierre. Voilà, donc au 30 juin, nous sommes à mi-année, la performance net client est à plus 2,06 et la volatilité, vous la connaissez, elle est toujours aussi faible, aux alentours de 2. Nous ne sommes pas l'OPCI, les OPCI ont une faible volatilité. Vous le savez, nous sommes l'OPCI qui a quasiment la plus faible volatilité, encore une fois, puisque nous avons une poche financière et de foncière cotée qui reste tout à fait marginale dans le portefeuille. Une performance à 2,06, moi, ça me donne tout simplement le sentiment que les opérations immobilières à l'intérieur de Dinapierre, la performance depuis le début de l'année, s'est remise en route de façon structurelle. Les marchés immobiliers recommencent à travailler de façon beaucoup plus normale et beaucoup plus normée et la corrélation, c'est bien sûr que l'OPCI d'Inapierre reprend sa régularité de performance avec toujours cette volatilité excessivement faible. En termes de
contribution à la performance, bah, vous voyez que ici, la valorisation des immeubles apporte près de 75% de la performance du fonds depuis le début de l'année. Les foncières cotées, donc même si ce portefeuille reste encore une fois très faible en pondération dans notre portefeuille, apportent également de la contribution positive. Les OPCVM apportent aussi une petite contribution positive. Et puis bien sûr, le cash nous coûte un petit peu, puisqu'il est, il est forcément négatif, j'allais dire. Mais au global, voilà, vous avez une harmonisation de cette performance sur l'OPCI et une structuration de la performance qui est conforme à ce que l'on veut et à ce que doit faire l'OPCI d'Inapière. Donc retour à la régularité de la performance, je crois que c'est le message qu'il faut lancer, grâce aussi parce que obtenir une performance immobilière en 6 mois à plus 1,48% en termes de valorisation, je pense que c'est pas si mal et c'est encore une fois la preuve des beaux emplacements que nous avons en portefeuille. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir vraiment de ce premier semestre sur l'OPCI d'Inapière? Le couple rendement-risque, bien sûr. Nous avons obtenu un prix supplémentaire puisque chaque année, l'OPCI d'Inapière, depuis maintenant 4-5 ans, reçoit des prix concernant justement sa performance ou sa régularité, et ce, quels que soient les journaux qui éditent ces classements. Vraiment, la synthèse du premier semestre, c'est quoi? Donc une performance qui a retrouvé toute sa forme et toute sa régularité. Ayez conscience que, voilà, sur les évaluations des immeubles, le maître mot, c'est de se dire, notre poche commerce, elle était stable au premier trimestre, elle est toujours stable au deuxième trimestre. Donc, il n'y a plus de baisse de valorisation concernant les commerces depuis le début de l'année. Notre portefeuille hôtelier, c'est exactement la même chose. Au premier trimestre, aucune baisse de valorisation. Au deuxième trimestre, aucune baisse de valorisation. Donc là encore, on a retrouvé des niveaux de prix de marché qui se sont stabilisés. Et enfin, évolution des bureaux, donc plus 1,48. Donc là, nos emplacements ont fait la différence pour vous apporter de la performance dans le portefeuille. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce que nous avions fait avant Covid, de ce que nous avons fait pendant Covid. Bien sûr, il faut vous parler de ce que l'on va faire maintenant. Et compte tenu de notre stratégie de gestion, d'une part, compte tenu des éléments que je vous donne, nous, on a vraiment envie de deux choses. Enfin, Julien, le gérant, a envie de deux choses dans le portefeuille. La première chose, c'est qu'il a très très envie de repartir effectivement sur des opérations en blanc parce que c'est vraiment le moyen d'avoir des immeubles cohérents par rapport à la demande locative et c'est le moyen de faire de la valorisation. Donc, il y a de très fortes chances que d'ici là, il est en recherche. Voilà, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, il est plutôt en recherche d'immeubles en construction, en rénovation, donc des dossiers d'asset management qu'il considère comme croustillants et qui permettront à nouveau d'apporter de la valeur ajoutée en termes de qualité de patrimoine, en termes de valorisation et en termes de gestion locative. Donc vraisemblablement, effectivement, prochaines acquisitions, retour éventuel sur des opérations en VFA ou sur des opérations de forte restructuration. Et puis la deuxième tendance qui pourrait voir venir le jour, je pense que Julien a envie d'être un petit peu contrariant sur les marchés. On a parlé de stabilité des commerces et des hôtels, mais il ne faut pas oublier que ce sont les deux classes d'actifs qui ont le plus souffert. Alors, elles ont souffert l'année dernière, ok, c'est fait. Elles sont beaucoup plus stables aujourd'hui. Néanmoins, vous avez aujourd'hui des prix d'achat et donc des taux de rendement à l'acquisition qui sont tout à fait opportuns. Donc, nous avons envie d'être contrariants dans le sens où nous avons envie d'aller chercher certaines de ces opportunités et c'est ce que l'on commence à regarder comme dossier, c'est-à-dire peut-être certains dossiers d'hôtellerie, plutôt de l'hôtellerie de loisirs, parce qu'ils réalisent leur chiffre d'affaires. Globalement, 70% de leur chiffre d'affaires est réalisé sur les mois de juin, juillet, août et septembre. Donc, ce sont des business models très particuliers. En tout état de cause, nous restons concentrés sur le fait que nous pensons réellement qu'il y a des opportunités de marché en termes de prix d'acquisition. Et ça, dans le temps, ça apportera et de la valorisation et des cash flows. Donc, voilà, nous regardons des dossiers d'hôtellerie et éventuellement certains commerces actuellement. Et puis, on va continuer sur le résidentiel ou sur la logistique, bien évidemment. Donc voilà, je voulais vous donner les tendances et les idées de Julien pour les semaines et les mois à venir. Le fond, ses caractéristiques, vous les connaissez. Je ne reviens pas dessus, elles sont toujours les mêmes.
Voilà, j'en ai terminé pour Pierre Capital, donc simplement en synthèse, voilà, retour à la normale sur, Pierre Capital sur, l'OPCI Dina-Pierre depuis le début de l'année, une performance en ligne avec nos objectifs, une stratégie gagnante historiquement pendant le Covid et je l'espère, une stratégie gagnante également à l'avenir. Voilà, la collecte est efficiente, on va pouvoir très correctement employer les capitaux de vos clients à faire des bons investissements. Et j'essaye, voilà, encore une fois, de vous donner un petit peu de perspective en vous disant simplement, on va revenir sur le mode opératoire d'avant Covid concernant nos acquisitions, parce qu'il y a encore de très très belles opportunités dont il faudra profiter, dont il faudra faire profiter vos clients d'ici la fin de l'année pour continuer de construire ce portefeuille sur les 5, 8, 10 prochaines années. N'oubliez pas, vous avez un portefeuille quasiment neuf à l'intérieur. Et enfin, en conclusion, très prochainement, le label ISR, je vous en ai parlé en tout début d'entretien. Voilà pour l'OPCI d'Inapierre. Alors, j'aimerais bien sûr vous reparler de la SCPI Pierre Capital aujourd'hui, notre deuxième fonds d'investissement immobilier. Alors, déjà, sur la SCPI Pierre Capital, nous avons d'ores et déjà le label ISR depuis le mois de janvier. Donc ça, c'est assez intéressant, bien sûr par rapport à la conjoncture, bien sûr par rapport à la concurrence. Vous voyez que le nombre de SCPI obtenant le label ISR commence à augmenter. Donc on est vraiment sur une tendance de marché fondamentale. Et puis ces sujets ISR vont sans doute devenir de plus en plus réglementaires au niveau des compagnies d'assurance ou au niveau des métiers de la distribution. Donc c'est important bien sûr de l'avoir, c'est important de savoir l'appliquer. Et ce label ISR, eh bien, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pourra vous faire les premiers comptes rendus des plans d'action. Nous allons rédiger le premier plan d'action, le premier compte rendu de la gestion ISR du fonds, et je crois qu'il sera disponible à partir de septembre. Alors, pour rappel, concernant la SCPI Pierre Capital, la stratégie déjà, rappelons ce qu'est la SCPI Pierre Capital. La SCPI Pierre Capital, c'est une SCPI diversifiée à tendance bureau et utilisant d'autres sous-jacents de diversification sur l'ensemble de la zone euro. Donc ça, c'est très important. Alors, en fait, je vous donne la nouvelle nomenclature, je vous dévoile un petit peu la nouvelle nomenclature que devrait édicter l'ASPIM concernant la catégorisation des SCPI à venir, parce que celle-ci sera sans doute amenée à changer, on va dire, d'ici la fin de l'année. Donc, une SCPI diversifiée à tendance bureau, utilisant d'autres classes d'actifs de diversification. Quelque part, nous mettons en place un peu la même stratégie de gestion à l'intérieur de notre SCPI, un peu la même stratégie de gestion que l'OPCI d'Inapierre. D'Inapierre, c'est essentiellement du bureau avec de la diversification sur tous les secteurs d'investissement possibles en immobilier. La SCPI Pierre Capital, c'est un petit peu la même chose, à peu près 50% de bureau et le reste en diversification sur d'autres périmètres de secteurs immobiliers. Une capitalisation qui est presque à 100 millions d'euros, un prix de souscription bientôt réévalué. Je ne vous cache pas que nous y avions pensé avant Covid, mais c'est vrai que la SCPI étant jeune, elle a un tout petit peu plus de 4 ans. Pour le moment, nous n'avions pas encore réévalué le prix de souscription de la SCPI. On y avait pensé juste avant Covid, et puis du coup, on s'est dit, attendons de voir comment ça va se passer. Et il se pourrait que, avant la fin de l'année, nous puissions réaugmenter le prix de souscription de la part de la SCPI Pierre Capital. En tout cas, on y pense et je ne sais pas encore quand est-ce que l'on le fera. Un patrimoine constitué récemment, ça aussi, ça va être important puisque un petit peu les mêmes conditions que sur l'OPCI d'Inapierre, mais un patrimoine constitué récemment, acquis récemment, c'est un patrimoine qui connaîtra beaucoup moins d'obsolescence dans les années à venir et surtout beaucoup moins de capitaux à investir pour la réfection du patrimoine. L'ISR, j'en ai parlé, donc voilà, nous avons mis en place nos plan d'action au sein de la SCPI Pierre Capital pour pouvoir récupérer l'ensemble des chiffres. C'est vraiment la première partie du label ISR. Je vous rappelle très brièvement le mécanisme
du label ISR, il est de se dire, alors nous avons choisi, comme le portefeuille était constitué, nous avons bien évidemment choisi le système du best in progress, c'est-à-dire que le portefeuille existe et nous devons le faire progresser dans le temps sur tous les critères environnementaux, sociétaux, gouvernementaux. Donc le principe, en fait, il est assez simple, c'est nous devons noter chacun des immeubles et les suivre. Cette note est déterminante puisqu'il y a un petit peu deux cas de figure. Soit nous avons des immeubles qui sont d'ores et déjà très bien notés parce qu'ils sont très, très récents, ils ont eux-mêmes un label BREEAM ou Green ceci ou Green cela. Auquel cas, si l'immeuble est de très bonne facture et correspond aux normes, il n'y a pas besoin forcément de le faire progresser puisqu'il est déjà aux normes maximales du marché. Par contre, le gros du travail, bah justement, ce sont sur les immeubles qui sont moins bien notés. Et le travail de l'ISR, c'est de prouver que nous mettons en œuvre des démarches et de prouver que nous faisons progresser ces notes de chacun de ces immeubles dans le temps sur un plan triennal. Et pour rappel, nous sommes évalués bien sûr sur l'évolution de ces critères et sur la bonne marche de nos process ISR. Nous sommes réévalués tous les ans par les auditeurs indépendants qui sont autorisés à divulguer ce label. Voilà, donc les plans d'action sont en marche concernant la SCPI Pierre Capital sur les thèmes généraux que vous connaissez, l'environnement, le social, la gouvernance des immeubles. Voilà, encore une fois, l'objet étant de faire avancer chacune de ces notes pour permettre la baisse des émissions de CO2, la baisse de la consommation énergétique, le meilleur retraitement des déchets possibles, etc., etc. Je reviens tout de suite sur la gestion de la SCPI Pierre Capital. Donc, je vous ai dit immeuble de bureau essentiellement et diversification. Aujourd'hui, on ne peut plus jouer uniquement. Moi, quand j'ai commencé dans le métier il y a presque 15 ans maintenant, on ne parlait que bureau commerce. On ne peut plus se contenter, bien évidemment, le marché est beaucoup plus large, le marché a beaucoup plus de profondeur. Bien sûr, on ne peut pas se passer des bureaux. Bien sûr, on ne peut pas se passer des autres classes d'actifs, les commerces, l'hôtellerie, la logistique, le résidentiel, l'habitation. Voilà. Donc, il y a une vraie fragmentation des différents secteurs immobiliers dont il faut pouvoir profiter. C'est ce que l'on va s'atteler à faire dans cette poche de diversification de la SCPI Pierre Capital. Alors justement, en portefeuille, bah, notre portefeuille du bureau, il est complètement concentré Paris intramuros. Donc j'ai quand même une très bonne situation locative à l'intérieur de ces bureaux. Et puis en termes de diversification, bah, nous avons un pas de porte pied d'immeuble qui est un magasin Franprix, donc on est dans la distribution alimentaire. On n'a pas de gros problèmes sur le sujet. Nous avons un centre, un commerce qui est un commerce intersport dans la zone de la Croix-Blanche, qui est une très grosse zone industrielle, un hôtel et une salle de sport qui sont tous les deux à Munich. Voilà, donc la configuration de la SCPI, bah, je pense qu'elle est conforme à ce que nous souhaitons, à la fois sur la partie bureau qui est du bureau corps, du bureau plutôt très bien situé, et une poche de diversification sur laquelle bien sûr il y a eu des tensions l'année dernière parce que quand vous avez un hôtel ou une salle de sport qui sont fermés, il a fallu accompagner en loyer les locataires en question. Aujourd'hui, on est sur des phases de réouverture, on est sur des bases de passes sanitaires aussi en Allemagne qui vont sans doute se mettre en œuvre petit à petit. En tout état de cause, la facturation des loyers se remet en route petit à petit sur les points de difficulté de l'année dernière. Voilà, on note une très bonne amélioration de la situation concernant ces périphériques immobiliers. Alors voilà, la répartition géographique et sectorielle. Simplement un point pour moi avec vous sur la distribution des dividendes, puisque c'était le point sensible l'année dernière. Néanmoins, aujourd'hui, une SCPI qui est une SCPI plutôt corps reste au-dessus de 4% de taux de rendement client. Attention aussi, parce que le 4% de taux de rendement, je vous rappelle que c'est l'affichage du taux de rendement tel que nous le donne l'ASPIM. C'est-à-dire que 4% de taux de rendement, c'est l'équivalent d'une SCPI française, c'est-à-dire c'est comme si c'était la fiscalité française. Or, avec notre pondération allemande, vous savez que dans les SCPI, il y a près de 35% de la facturation des loyers qui est faite en Allemagne, donc qui paye ses charges sociales en amont, et la fiscalité pour le client est bien sûr différente puisqu'il reçoit un crédit d'impôt concernant le trop perçu
des revenus qui ont été considérés comme français et qui finalement sont allemands. Donc 4,05 de taux de rendement, c'est le taux entre guillemets français. Si on devait appliquer 35% de facturation sur l'Allemagne, ça veut dire que le vrai taux de rendement client, une fois qu'il a perçu son crédit d'impôt et en fonction de sa tranche fiscale, serait plutôt aux alentours de 4,50 à 4,80 de taux de rendement net client, net de fiscalité allemande. Voilà, donc ayez conscience de cette pondération allemande, d'abord pour l'avantage que cela procure en termes de fiscalité pour le client, mais aussi en termes d'affichage de la performance, puisque le 4,05 est en fait un taux légèrement erroné de la fiscalité allemande. Voilà, donc pensez-y. En termes de distribution de dividendes, les bonnes nouvelles, c'est qu'on tient notre plan d'action. Au premier trimestre, nous avons distribué un peu plus de 1% de dividendes. Nous venons au deuxième trimestre de distribuer également un peu plus de 1% de dividendes. Donc nous sommes sur une marche à la fin du premier semestre à 2% de taux de rendement, ce qui veut dire que logiquement, nous n'aurons pas de gros problème à tenir les 4% de taux de rendement d'ici la fin de l'année et une base de facturation qui commence à réaugmenter substantiellement grâce à deux choses, grâce à bien sûr la reprise de facturation progressive des loyers sur la partie allemande et grâce à une acquisition un petit peu différente de nos habitudes. Quand on a acheté près de Cergy-Pontoise, je vous avais parlé de cette acquisition la dernière fois, qui est sur un taux de rendement effectif d'un peu plus de 6% et qui va permettre de petit à petit, je l'espère, de rehausser notre performance. Donc on maintient l'objectif de 4 à 4,5 de taux de rendement, je réitère 4 à 4,5 en taux français de distribution de revenus. Voilà, donc nous sommes tout à fait dans l'objectif annoncé en début d'année. Donc les résultats se renormalisent petit à petit et c'est très bien comme ça. Et une grosse satisfaction concernant notre portefeuille, c'est le taux d'occupation physique et financier qui est quasiment au plus haut de ce que l'on peut faire. Donc, rappelez-vous, hein, avant Covid, on avait un immeuble qui avait perdu 3 locataires, 3 étages, puisqu'il y a un locataire par étage dans cet immeuble. Ça n'a pas été facile de retrouver des locataires pendant la période de Covid, mais petit à petit, toutes ces choses se normalisent et comme nous sommes bien placés, les immeubles sont pleins. Donc nous avons 23 locataires, 9 immeubles, 23 locataires et un taux d'occupation physique à 99% et un taux d'occupation financier à 97%. Le différentiel, le dernier nouveau locataire qui vient d'arriver a un petit peu de franchise de loyer. Donc le taux d'occupation financier est très légèrement inférieur au taux d'occupation physique. Voilà. Néanmoins, je crois que pour une SCPI qui a plus de la moitié de bureaux à l'intérieur, avoir un taux d'occupation qui est quasiment à 100%, c'est assez rare et c'est la preuve que nos emplacements réussissent à trouver des locataires. Voilà, donc la situation là aussi est bénéfique pour le redressement des résultats de la SCPI Pierre Capital, bien évidemment. Le taux allemand, je vous en ai parlé. Les caractéristiques du portefeuille, eh bien vous les connaissez aussi. Donc voilà les pondérations exactes et la synthèse de notre jolie petite SCPI Pierre Capital. Voilà, une relation complètement digitalisée avec nos partenaires, ça vous le savez. Donc la signature électronique, aussi bien des conventions que des souscriptions, est mise en place depuis plus de 4 ans chez nous maintenant. Et puis on va même jusqu'au vote en ligne pour l'Assemblée générale, pour les associés de la SCPI. Voilà, j'en ai terminé. Je crois que en synthèse de notre entretien et avant de répondre à vos questions, euh, moi la synthèse, c'est tout simplement que sur nos 12 solutions, on voit bien depuis le début de l'année cette normalisation et cette reprise effectivement de la conjoncture économique immobilière. Et puis vraiment le maître mot, c'est pour nous d'aller chercher la qualité des immeubles, la qualité des locataires. La règle d'or qui disait que on doit faire confiance uniquement à l'emplacement, à l'emplacement et à l'emplacement. L'emplacement reste primordial. Je crois que dans une conjoncture économique incertaine, la gestion locative va rester primordiale et donc la qualité de sélection des locataires va rester également primordiale pour maintenir des taux d'occupation physique et financiers importants et donc pour maintenir une perception des loyers qui soit la plus probante. Donc l'emplacement est important, la gestion locative et puis l'état du bâti, comme on dit, l'état dans lequel est le bâtiment que l'on achète pour éviter l'obsolescence. Voilà.
Voilà exactement ce que nous recherchons, ce que nous mettons en application dans les portefeuilles. Donc voilà pour aujourd'hui sur nos 2 fonds. À très bientôt, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous.